Monsieur Guy Vaucanson. Monsieur Alain Bonnefoy. Monsieur Jean-Pierre Juret. Madame Pascal Guy-Forissier, représentée par Madame Pauline Boranger. Madame Louisa Collange, représentée par Monsieur Jean-Pierre Juret. Madame Maria Poussin. Oui. Madame Géraldine Vincent, représentée par Elisabeth Moulin-Royon. Monsieur Jean-Pierre Jallat. Monsieur Sébastien Arnaud. Madame Jennifer Caminal, représentée par Monsieur Guy Vaucanson. Madame Pauline Boranger, présente. Monsieur Michel Béal. Monsieur Pierre Chénier. Présent. Monsieur Frédéric Ligonnet. Je crois qu'il sera absent ce soir. Ok. Madame Suzanne Fourré. Représentée par Monsieur Chénet. D'accord. Monsieur Jean-Philippe Granger. Monsieur Patrice Perrard. Monsieur Yvon Valère, représenté par Monsieur Perrard, et Madame Béatrice Brevet. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport au compte-rendu du conseil municipal précédent? C'est bon? Ensuite, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux arrêtés? C'est bon? Allez, alors, le point numéro 1. On est arrivé à terme d'une convention entre la communauté de communes et les communes concernant les règles d'entretien et de mise en valeur du petit patrimoine d'intérêt communautaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de renouveler cette convention de coopération. Alors, cette convention, elle porte sur 3 choses. Une liste, en ce qui concernerait qu'il s'agit du calvaire des rameaux et du lavoir des Olenières, et une règle simple, l'entretien courant est à charge des communes, et les travaux d'investissement, de réfection, de remise en état, quand il y a des travaux de remise en état, sont à charge de la communauté de communes. Voilà, c'est ce que dit en substance la convention. Par rapport à ça, il y a des questions, des remarques? Oui. Il est utilisé d'avoir une gouvernement. Il y a un autre, du moins, je vais dire, où les partenaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des lavandières tous les jours, mais il est remis en état. C'est plus des éléments de patrimoine qui sont remis en état, hein. Ce n'est pas forcément leur usage. Non, mais il y a un autre où il est. Oui, il y a un autre. Oui, il y a un autre. Ah oui, je n'avais pas compris la question. C'est bon là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, nous devons passer au Conseil le rapport d'activité de Loire-Semaine. Alors, ce rapport d'activité, tel qu'on vous l'a indiqué, il est bien sûr présent de manière exhaustive sur le site de la communauté de communes et à disposition de tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de manière assez brève, mais après je suis prêt à développer si vous le souhaitez. Un rappel sur la population. Population toujours en hausse sur la communauté de communes avec maintenant 20 834 habitants. Un montant de dépenses de fonctionnement qui avoisine les 9 millions d'euros, 8 millions 8. Alors, en ce qui nous concerne, alors sur le développement économique, je dirais le constat global qu'on a peu de disponibilité, qui est un constat qui peut se généraliser d'ailleurs à l'ensemble du territoire du pays de la Genevois. On a peu de surface ou de bâtiments disponibles, réellement disponibles, en termes industriels, artisanal, de la même manière. Bon, l'exemple, c'est par exemple la pépinière du viaduc de Pont-Salomon qui, à ce jour, est entièrement occupée. Ensuite, les dossiers phares, il y a celui, bien sûr, du château à travers le pôle économique et l'usage numérique. Un autre dossier phare, c'est celui de l'extension d'intérêt qui suit son cours. Donc, on va démarrer sous forme maintenant des autorisations, permis, lancement des consultations, etc. Je rappelle aussi le principe qui a été mis en œuvre du fonds d'intervention locale sur Loire-Semaine,
donc qui permet d'apporter une aide directe aux entreprises et qui est accompagnée après soit par le leader et qui est accompagnée souvent aussi par la région. La mise en place cette année d'un système d'information géographique avec une solution web SIG qui est mis en place à l'échelle du pays, c'est-à-dire l'ensemble de l'ISNHB, et qui a pour objectif aussi de permettre l'instruction de l'ensemble des autorisations d'urbanisme et leur dématérialisation. Je redis aussi le programme Habiter mieux. Il y avait encore une permanence ici la semaine dernière, hein, dont la première année est un succès. Et donc là aussi, c'est une manière à la fois d'aider les particuliers dans la rénovation de leur habitat et de fournir du travail aux entreprises de notre secteur. Voilà. L'ouverture des bibliothèques cette année, Saint-Ferriol, Saint-Victor. Un petit point qui est dans les rapports chaque année, mais les 61 750 plants de fleurs fournis par la commune d'Aurec-sur-Loire pour l'ensemble des communes de Loire-Semaine et quelques autres communes d'ailleurs autour aussi. Bonsoir. Terme touristique, la mise en place sur cette année-là de l'espace trail sur l'ensemble des gorges de la Loire, et puis la candidature en tant que territoire d'excellence de pleine nature. Je peux citer au milieu de tout ça le Saut du Chien avec les aménagements du Saut du Chien qui vont commencer dès le mois de juillet. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Un bon niveau de fréquentation de nos médiathèques. Aurec-sur-Loire, on est à 968, on tourne toujours autour des 1000. Voilà. Bon, on peut citer les 4200 heures réalisées par le périscolaire à l'île aux Jeux, les 16 000 heures réalisées d'accueil du mercredi, et les 40 000 heures d'accueil pendant les vacances, et pour la dernière année, les 23 700 heures de TAP qui vont disparaître. Ce qui est organisé à la sécurité routière, en particulier avec les collégiens, et en particulier avec une journée chaque année à Aurec. La vidéoprotection, avec le renouvellement du parc de caméras, et puis toujours notre fourrière automobile qui nous rend bien service, qui tourne et qui nous permet de nettoyer un certain nombre de véhicules qui n'ont pas à rester sur la voie publique. Bon, c'est une vision partielle et synthétique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder ou des questions ? Alors, sur ce rapport d'activité tel qu'il a été présenté, y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Alors, ensuite, une délibération concernant la SPL. Je vous rappelle que le contrat, alors qui s'appelle un contrat de quasi-régie, hein, qui nous lie à la SPL, on l'a voté en 2015 avec une échéance au 31 août 2018. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de reporter, de prolonger cette convention de 6 mois, de manière à ce qu'on ait un peu plus de temps pour rédiger le nouveau contrat, qui est en cours de rédaction. Alors, en cours de rédaction, bien sûr, dans nos services, et puis en cours de rédaction, comme la version précédente, avec bien sûr un bout d'expertise juridique autour pour être sûr qu'on est totalement dans les règles. Les SPL ont grandi et embelli un peu partout, les règles et les jurisprudences autour aussi. Donc il faut qu'on soit totalement assuré de notre cadre, du nouveau cadre de convention qu'on met en place avec la SPL et qu'on mettra en place de la même manière, je pense, pour une période de 5 ans. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé, c'est l'autorisation de prolonger le contrat. Alors, on va dire pour jusqu'à la fin de l'année, ce qui est pas mal parce que ça nous ferait démarrer avec le nouveau contrat aussi sur un budget une année pleine. Et puis, ce qui nous donne un peu plus de temps de réécriture. Et bien évidemment, on présentera ce nouveau contrat avant délibération. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions?
Alors, transport scolaire. Donc, la première délibération, c'est pour approuver la convention de gestion à passer avec le département de la Haute-Loire. Oui, tout à fait. On a, depuis le 1er septembre 2017, en application de la loi NOTRe, la région a pris la compétence des transports interurbains sur les lignes régulières, mais surtout des transports scolaires. Donc c'est elle qui est compétente en la matière. Depuis une année, on a une année de transition parce que l'organisation était compliquée à mettre en place. Elle a consenti une délégation au département. Donc il convient aujourd'hui de mettre en place pour la rentrée 2018 un nouveau schéma d'organisation pour ce transport scolaire. Donc, je vous rappelle un petit peu comment on fonctionnait. Le département était compétent et la commune était organisateur secondaire ou ce qu'on appelle un relais local. À partir de la rentrée scolaire, il y aura une autre organisation. On maintient ce qu'on appelle les relais locaux, c'est-à-dire les communes, enfin nous, en ce qui nous concerne, qui on devient une autorité organisatrice de second rang, AO2, pardon. Si vous voyez ce sigle, c'est ce que cela signifie. Donc, on intervient désormais pour le compte de la région, qui, elle, est autorité organisatrice de premier rang, puisque nous, on est de second. L'accompagnement du département sera pour assurer le rôle de coordinateur. Voilà. Qu'est-ce qui change pour les familles? Rien. C'est-à-dire que le rôle de la mairie sera toujours le même. On accompagnera et on informera les familles. On délivrera les cartes de transport. On recensera les besoins d'évolution des services. On exécutera les marchés, les paiements des transporteurs et on encaissera la participation des familles. Voilà. Le changement, c'est qu'on n'aura plus affaire au département, mais à la région, nous, en tant que récupérer les subventions. Il y aura d'autres sujets qu'on évoquera un peu plus tard sur, sur les tarifs. Des questions par rapport à cette convention d'organisation? Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. Alors, en ce qui concerne le personnel, je vous propose donc la création de 3 postes, un poste d'adjoint technique, en fait 3 postes d'adjoint technique, un poste d'adjoint technique à 35 heures, 2 postes d'adjoint technique à 25 heures qui sont en fait des postes d'ADSED. Et au-delà de la création de ces postes-là, 2 postes d'adjoint technique principal première classe suite à des avancements de grade. Là, il s'agit de gens qui changent de grade, donc ce n'est pas des créations de postes, c'est des postes qui changent de niveau. Des questions par rapport à ça? Oui. C'est des personnes qui ont déjà travaillé chez nous? Oui, oui, tout à fait. Dans les 3 cas de figure, c'est des consolidations de postes de gens qui étaient déjà chez nous, soit sous forme de contrats aidés, soit sous forme d'emploi, comment ça s'appelle, emploi à venir, soit sous forme contractuelle. Voilà. Et qui donc se voit proposer des postes de titulaires. En CDI. Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Oui. Alors par essence, hein, puisque je m'excuse, mais on parle de poste de titulaire, donc titulaire c'est un CDI. Alors bien sûr avec les mécaniques générales de cette fonction publique territoriale qui fait que leur année de nomination est une année probatoire, c'est une année de stage. Mais il s'agit bien de poste permanent. Là-dessus, des avis contraires, des abstentions? Merci. Alors, on rentre dans des dossiers de demande de subvention. Donc, tout d'abord, pour de la vidéoprotection et l'installation de nouvelles caméras de surveillance, on a 2 demandes. Alors, elles sont distinguées parce qu'elles ne relèvent pas tout à fait des mêmes lignes à la région. Une demande pour l'abord de la gare, avec une dépense de 11 458 €, pardon, et une demande de subvention de 50% au niveau régional, et puis une demande pour, on va dire, le secteur du Breuil, le secteur de la mairie,
avec une dépense de 22 734 et là aussi une subvention de 11 367. Voilà. Oui. Oui, les départements gratuits, Si, tout à fait. Alors vous savez, il y a un processus dans les demandes de subvention, parce que là il se trouve qu'on est en flux tendu. La région a ouvert ses lignes récemment. Comme pour toute subvention, on a interdiction d'attaquer les travaux avant autorisation, dépôt du dossier, autorisation. Voilà. Donc, quand on démarre les travaux avant, ce qui est le cas, il faut qu'on ait eu l'autorisation. L'autorisation de démarrer les travaux. Hein, et après, elle sera suivie ou non d'une autorisation de subvention. Hein. Donc, les deux dossiers ont été envoyés à la région, pré-instruits, et on a eu un accord. Un accord pour démarrer les travaux. Sachant qu'au rythme de la région, la commission qui délivre ces subventions ne se réunit qu'en septembre. Or, nous, on souhaitait que les caméras soient opérationnelles avant l'été. Hein, ça fait un moment qu'on... Bon, voilà. Donc, en fait, oui, les deux chantiers sont attaqués. Il y en a même un qui est plus qu'attaqué. Il est pratiquement terminé. Hein, voilà. Mais bien sûr, on l'a fait avec l'autorisation des services instructeurs. Simplement, quand on le fait avec l'autorisation des services instructeurs, qu'on n'a pas fait notre demande, qu'on n'a pas délibéré, ça ne vaut pas accord. L'accord de subvention, il sera après la commission de septembre. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui. Alors, moi, je vais voter cette délibération, mais je voudrais préciser quand même que les caméras ne protègent rien. Donc, la vidéoprotection, c'est un terme très abusif. Je pense que ce qui protège, c'est la police, en l'occurrence la police municipale. Et je pense qu'à Aurec, on aurait bien besoin de nouveaux agents de police municipale. Surtout quand on voit que des bandes s'attaquent au couteau. Nouveau parce que vous pensez que les anciens, nouveau parce que vous pensez que les anciens sont usés. Non, alors, c'est pas ça. Ne cherchez pas la polémique sur ce terrain, parce que c'est un sujet très sérieux qui appelle aucune polémique. Je ne suis pas dans la polémique, je dis simplement qu'on aurait bien besoin de policiers municipaux supplémentaires. Et je suis certain que les policiers municipaux en fonction seraient ravis d'être épaulés par plusieurs collègues. Et je pense que nous en avons besoin. Oui, alors vous faisiez une allusion, mais votre Un phrase... fait divers récent. Oui. Alors il faut être prudent sur l'utilisation des faits divers. Oui. Quand on connaît pas les... C'est un exemple. Quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, c'est toujours facile avec un fait divers de causer parfois même sur les réseaux sociaux sans même savoir ce qui se passe. C'est pas mon cas. Je ne fais aucun commentaire. Mais vous n'êtes pas le centre du monde, monsieur. J'ai le droit de donner mon sentiment. Je me permets de... Bon. Là, en l'occurrence, on est là sur un conflit entre gens du voyage, pour rappeler les choses par leur nom, hein, assez spécifique, qui perdure sur le territoire, pas d'Aurec, depuis plusieurs années. Alors on pourrait dire entre deux bandes rivales, je ne sais pas comment il faut les nommer. Certains appellent une partie de ces bandes les artisans, pour ne pas citer de nom de famille, puisque c'est plutôt des gens nomades, mais qui gagnent leur vie en faisant fonction d'artisans, hein, et puis d'autres qui sont plus habituels d'Aurec. Donc ça fait déjà 2 ans, 3 ans que ce type de fait se reproduit. Il y a eu des condamnations devant la justice, donc je peux vous certifier que les forces de l'ordre ont fait leur boulot. C'est des faits totalement inacceptables. Voilà. Après, ces gens, ils existent. Alors, ce qui est peut-être encore plus inacceptable, c'est que leur conflit personnel puisse ressurgir sur des gens en train de faire une fête familiale et qui, eux, n'ont rien demandé à personne, étaient dans la bonne humeur. Et mais ça pose une autre question, c'est comment l'utilisateur d'une fête, d'un lieu de location pour les fêtes, sécurise ses propres salles. Parce que comme on en est au 2e ou 3e incident sur la commune, là c'est pas des policiers qu'il faut, c'est une réflexion sur la manière dont on gère sa salle et dont on sécurise sa propre salle, parce que là on est sur le domaine privé. Et bon voilà, on a eu des incidents il y a 1 mois avec une location pour laquelle le propriétaire était ni présent dans les lieux, alors que la commission de sécurité, n'est-ce pas les loups, impose normalement sa présence sur les lieux quand il utilise sa salle. Bon.
Ça lui a été dit par les pompiers, par etc. Bon. Donc on s'est retrouvé avec ce que nous on ne fait plus, on loue plus nos salles dans ces circonstances-là. On s'est retrouvé avec une communauté de 300 ou 400 Roumains qui ont fait une nuit d'enfer sur ce secteur-là. Le propriétaire devrait vraiment se poser des questions. Je ne suis pas sûr que ce jour-là, il connaissait la nature des gens avec qui il avait joué. Parce qu'il était passé par une agence, je ne sais pas quoi, etc. Donc il y a deux problèmes. Le comportement des gens du voyage, qui est totalement inacceptable, et qui a un comportement entre eux pour ces faits de violence, et puis le comportement et la gestion des fêtes, des salles de fêtes, qui doivent être particulièrement régulées, et pas par les utilisateurs, mais par les propriétaires. Bon, ça leur a été dit en commission de sécurité. Voilà. Alors les caméras, comme la police scientifique, c'est-à-dire l'ADN, les empreintes, c'est des outils. Et donc c'est vrai que pour que ces outils aient une utilité, il faut qu'ils soient exploités par des hommes compétents. Les hommes compétents, on en a en Rec, on a une brigade de gendarmerie, 9 gendarmes en Rec, et une brigade de monistrol encore plus nombreuse, et un taux d'élucidation des faits qui est très important. Moi je les remercie de leur travail. Hein. Après, identifier quelqu'un et puis le faire condamner, c'est des choses très différentes en France, c'est parfois très long. Ça s'appelle une démocratie, donc c'est compliqué. Il y a des fois, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Alors, sur le financement de ces caméras, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on est sur le dossier du saut du chien. On va l'appeler comme ça. Alors ça, c'est un petit insert pour la presse. On met toujours passerelle du saut du chien. C'est pas une passerelle. Voilà. Donc l'intitulé du dossier comme ça, il est un petit peu trompeur pour les gens parce qu'on s'adapte au rocher, on va franchir le rocher en passant un peu en encorbellement, un peu par des escaliers, un peu par des plans inclinés. Et j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais alors vous accrochez de nouveau une passerelle comme celle au-dessus de la Loire. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas ça la forme de l'objet. Pas du tout. Hein. Donc, bon. Alors, sur le montant actuel de ce dossier, on est sur un montant de 229 029 hors taxe. A priori, au jour d'aujourd'hui, à travers les subventions sollicitées, subventions régionales, à travers le territoire d'excellence qu'on a obtenu, subvention départementale à travers le 4311. Subvention de l'État, que la préfète, la sous-préfète a souhaité nous faire savoir qu'elle voulait nous aider sur ces dossiers-là aussi, à travers le fonds de ruralité. Pas la DETR, c'est un autre fonds en plus. Et à travers Leader, donc l'Europe, on est à 80% de subvention. Voire même on était un peu plus, donc il y a de l'argent qui ira sur d'autres dossiers, puisqu'on ne peut pas être à plus de 80 et qu'on ne voulait pas le perdre. Donc le reste à charge, pour le moment, s'élèverait à 45 805. Et la Convention a pour objet de préciser que la participation de la commune sera de 50% de cette somme. Voilà. En sachant que ces 50% de reste à charge seront recalculés en fin de travaux. Si on dépense moins, ça fera moins. Si on dépense un peu plus, ça peut faire un peu plus aussi. Hein. Les marchés ayant été dévolus, a priori, on ne devrait pas avoir de surprise, mais un chantier, c'est un chantier. Voilà. Donc la Convention a pour objet de permettre le versement de 50% du reste à charge à la communauté de communes. Il y a des questions? Oui? La commune derrière est limitrophe avec nous. Est-ce qu'ils ont programmé d'ouvrir des chemins pour les gens, justement, une fois qu'ils ont sauté sur route, puissent aller balader un peu plus le bord. Et pour l'instant, il y en a point, ils vont tous sur la commune d'Arrêt. Oui, tout à fait, oui. Sur descendre sur le bord, il y a des projets de création, des trucs comme ça. Alors, je ne suis pas très bien placé pour répondre pour nos voisins, mais je vais le faire, mais en toute modestie. C'est-à-dire ça ne vaut que si eux-mêmes le reformulent. Dans le dossier qu'on a monté avec les Marches du Blé et de l'autre côté le syndicat mixte d'aménagement des Gorges de la Loire, le fait d'envisager dans les années à venir
de prolonger ce cheminement de Bordeloire, c'est quelque chose qui est dans les têtes de chacun. Donc on pourrait dire culturellement, ça semble acquis. Voilà. Après, de manière beaucoup plus pragmatique, et la volonté, elle est exprimée même à un niveau beaucoup plus élevé, puisque l'idée, ça serait de retrouver un cheminement de Bordeloire jusqu'à sa source. Donc c'est aussi un des objectifs du département et que d'essayer d'offrir quelque chose de qualité, respectant l'environnement. Hein. Donc on n'est pas sur des chemins où on aurait de la moto, du quad, etc. On est vraiment sur une recherche de quelque chose de respectueux de l'environnement. Bon. Donc oui, ce projet, qui il y a quelques années était isolé, se retrouve aujourd'hui pris dans une logique beaucoup plus grande, souhaitée un peu par toutes les collectivités, qui est de retrouver ce cheminement de Bordeloire, enfin de trouver un cheminement de Bordeloire. C'est pas de le retrouver, c'est de le trouver. De manière plus pragmatique et immédiate, nous, on va s'occuper d'aller au bout de la commune. Voilà. Notre voisin le plus proche va, dans cette affaire-là, nous accompagner pour que ce chemin se maille, se boucle avec le chemin qui actuellement remonte, alors on va dire sur l'Ernay, sur c'est-à-dire qu'au moins aujourd'hui, ce chemin se bouclera. Donc ce sera une boucle. Pour ceux qui remonteront, ce sera une boucle sportive. Pour Bordeloire, c'est paisible. Quand les gens ils attendent pour remonter, ça grimpe un peu. Voilà. Donc oui, notre voisin le plus proche a le souhait d'accompagner et on devrait trouver assez naturellement, quand on sera au bout de la commune, un tracé assez soft, y compris par exemple dans la domanialité de l'État, parce que le domaine de Bord-de-Loire, à cet endroit-là, appartenant à l'État, est plus large que le lit. Donc soit on peut passer éventuellement sur des propriétaires, si on a leur accord, mais on peut aussi passer sans passer chez les propriétaires. Voilà. D'autres questions là-dessus? Un bout de planning, c'est quelque chose qui devrait démarrer la première quinzaine de juillet. Alors l'objectif, première quinzaine de juillet, c'est des ancrages et du curage des parois rocheuses, hein, pour sécuriser l'ensemble des parois rocheuses. Oui. Il n'y aura pas de mise en place de filet, non? Comment, pardon? Il n'y aura pas de mise en place de filet, non? Non. A priori, non. Alors après, ils vont faire un travail de purge de ce qui peut tomber, descendre, mais je ne pense pas qu'il y ait de surprise, c'est quand même... bon, c'est assez apparent. Donc, préparation des ancrages et mesure de l'ensemble des ouvrages à mettre en place. Et après, il y aura un temps mort, puisqu'il y aura un temps de fabrication, et puis ils réinterviendront en principe en octobre pour la mise en place des divers ouvrages. Sur cette délibération et cette convention, les avis contraires, les abstentions, je vous remercie. Alors, notre état de pêche. Donc là aussi, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la région, rentrant là aussi dans le territoire d'excellence de pleine nature. Bon. Voilà, donc vous avez ce montage financier, on est sur une somme globale de 112 500 €. On a un accord de l'association de la Gaule orécoise pour une participation de 30 000 €. Et on a, alors un accord, une demande à la région, mais qui s'inscrit dans les règles du territoire d'excellence, qui représenterait 33 750 €, puisqu'il participe à hauteur de 30%. Et pour le moment, de manière un peu aléatoire, une participation de la Fédération départementale de la pêche. Je ne suis pas sûr qu'on l'obtienne. Voilà, mais c'est un plan de financement pour le moment présenté pour solliciter l'ensemble de ces demandes. Des questions? Oui. Combien de personnes se serviront de cet état, d'après vous? Parce que 112 000 €, c'est une somme importante quand même. Oui. C'est une bonne question. On ira l'écouter quand ça sera ouvert. Alors, dans l'esprit, si vous voulez, c'est souhaité par les pêcheurs depuis très très longtemps. Le souhait des pêcheurs au niveau local étant à la fois pour, j'allais dire, leur pratique personnelle d'avoir un lieu de ce type,
parce que sinon on a plein de lieux de pêche sur Aurec. Donc faire un étang alors qu'on a plein de lieux de pêche, c'est quelque chose de particulier. Moi je ne suis pas vraiment pêcheur, donc je vais peut-être mal vous l'expliquer. Mais ils ont toujours souhaité avoir je ne sais pas s'il faut dire, c'est pas une réserve, mais ce lieu-là pour pouvoir pratiquer eux-mêmes et surtout pour pouvoir installer une pratique, c'est-à-dire une école de pêche. Donc pouvoir installer et réinstaller une pratique pour les jeunes. Et au-delà de ça, donc ça c'est deux aspects pour les pêcheurs, que ce soit leur lieu fixe, leur lieu où ils développent leur pratique, où ils échangent, et puis cette idée de réactiver ce qui est formation des jeunes, école de pêche, et puis en complément d'y accueillir, j'allais dire, des pêcheurs du dimanche. Les gens qui, comme moi, savent tellement bien pêcher qu'il faut que même le poisson les aide pour qu'ils puissent l'attraper. Enfin, donc en même temps d'accueillir des gens. Donc vous dire après combien ils seront. Non mais ma question c'est à combien s'évalue le nombre de pêcheurs à Aurec qui fréquentent régulièrement. La grosse association d'Aurec. C'est la plus importante en nombre d'adhérents. Est-ce que ça fait venir des gens de l'extérieur? Ah oui, la pêche, oui. Alors, ça, c'est une autre question, mais la on va pêche, commencer oui. à faire la ségrégation, à compter les gens ici, les gens là, les gens là-bas, les gens tel machin, tel C'est truc. une question sur Les adhérents, vous demandez combien y a-t-il de pêcheurs, je vous dis que c'est l'association qui comporte le plus de membres. Oui, puis alors, il y a quelque chose de très particulier dans la pêche, c'est que c'est un sport loisir, moi je l'appellerais comme ça. Encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je vous invite à marcher sur les bordoirs tous les jours le matin et à compter les pêcheurs. Vous aurez déjà une partie de réponse à vos préoccupations, parce qu'il y en a en permanence. Et vous dites, est-ce que ça fait venir des gens? Non seulement ça fait venir des gens avec la qualité des rivières, etc., mais ça fait venir des gens qui sont toujours des gens assez structurés, assez paisibles. C'est de plus en plus ce type de fréquentation qu'on a. C'est des gens qui viennent avec leur activité, c'est-à-dire ils sont assez respectueux, y compris souvent du lieu. Alors il y en a quelques-uns qui parfois viennent en voiture et ne laissent pas vraiment les lieux de manière très respectable. Mais je peux vous dire que plutôt l'ensemble des pêcheurs sont plutôt sur des comportements extrêmement citoyens en bord de rivière, à ramasser des trucs quand ils les voient traîner pour qu'ils n'en viennent pas d'autres. Et je vous certifie que la pêche, il y a du monde. Il y a du monde. Alors par contre, leur inquiétude, justement, à travers cet étang, c'est le renouvellement des générations. Oui. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien pouvoir reformer des jeunes, les réintéresser à ce type d'activité de loisirs. Mais la qualité de nos rivières, et puis la différence entre le plan d'eau de Grandjean, notre semaine qui court et qui est rivière, fait qu'il y a des pratiques de pêche. Vous savez, il y a des gens qui sont au camping à l'année, juste parce que à Aurec, on peut pêcher. Hein. Ah oui, c'est vraiment une activité qui est assez développée. Oui, pardon. Oui. Non, je voudrais simplement, à l'occasion de ce débat, évoquer la personnalité et le souvenir du Joe Meunier. Un grand pêcheur. Je crois que beaucoup d'entre nous Petit par la taille. le connaissent bien, peut-être pas tous, certainement pas tous le connaissent, mais personnellement, ce fut la chose sur laquelle j'ai eu le plus, pendant 20 années consécutives, à guerroyer avec Joe Meunier sur la création de cet étang. Alors, il y a eu cette chose là-bas de Port-Buisson, mais qui n'était pas satisfaisante parce qu'effectivement on perdait de l'eau et que les poissons mouraient, et tout ce qu'on mettait, ça ne faisait pas. Mais si Joe Meunier était encore là, vraiment il serait ce soir follement heureux que la municipalité se soit entendue avec la société de pêche, parce qu'il faut leur rendre hommage, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et ils vont encore en faire beaucoup pour trouver effectivement la création de cet étang. Dommage à ceux qui ne comprennent pas pourquoi. Alors après, si vous voulez, moi, là, c'est vraiment une réponse à une demande qu'on pourrait qualifier d'ancienne. Et alors, ils participent largement à hauteur de leurs moyens, et puis ils vont participer dans l'animation du lieu. Bon. Après, c'est un mariage aussi qui me plaît, moi, de voir qu'on arrive à allier ce projet avec la boule de semaine. C'est-à-dire, on va redonner de la consistance à
ce cercle de boules qui est là-bas avec cette compagnie, et pour en avoir parlé avec les uns, avec les autres, parce qu'on ne pouvait pas faire ces projets à côté l'un de l'autre s'il n'y avait pas eu une fraternité de fait, enfin une complicité au bon sens du terme. Donc c'est vrai que ça réinstalle quelque chose qui, à mon avis, sera bien géré, bien surveillé, bien géré. Oui. Et à peu près quelle époque ça va attaquer? Alors, ce qui serait bien, ce serait de faire les travaux en février, mars, avril. C'est-à-dire de les faire après la saison des crues, de les faire avant la remontée du barrage, de les faire dans cette période de calme. Voilà. L'idéal, ce serait de les faire là. Donc c'est ça l'objectif si on y arrive. Hein. Mais entre les deux, il y a un appel d'offres, et donc il y a du boulot encore. Hein. Là, on est sur la demande des subventions. Dernière chose, Claude, je pense que c'est une réalisation, c'est un bijou. Il faut travailler quand même à ce que l'écrin soit à la hauteur du bijou. C'est important. C'est bon là-dessus? Oui, pardon. Alors, moi je voudrais une petite précision. Ça va appartenir à qui ça? C'est sur les terrains de la commune? Alors, les pêcheurs ont non seulement fait l'effort de mettre 30 000 € dans le financement, sur quoi je les remercie, c'est pour eux, mais enfin bon, mais ils ont fait l'effort de faire l'acquisition du terrain. Donc le terrain est à eux. Donc pour qu'on réalise les temps, on va le voir tout à l'heure à travers d'autres équipements, il faudra qu'ils nous mettent à disposition le terrain. Voilà. Et la contrepartie de cet effort, c'est bien sûr la manière dont ils s'engagent à gérer ce lieu. Donc après, c'est sous leur responsabilité et leur gestion. C'est sous leur gestion. Et entretien. C'est sur leur gestion. C'est bon? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, base de loisirs. Là aussi, une demande qui est assez ancienne, il ne faut pas dire ça, mais qui déjà court depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous avez peut-être remarqué que tout au long de l'année, la base de loisirs est utilisée par les écoles. Alors particulièrement parfois par celle de Notre-Dame-de-la-Paille, mais par l'ensemble des écoles. Et que les profs qui utilisent cette base de loisirs organisent très régulièrement, pour les exercices physiques qu'ils souhaitent faire à leurs élèves, ce qu'on pourrait appeler des parcours d'orientation. En fait, des parcours où l'élève il doit aller chercher un truc là, puis un autre là, puis revenir, puis bon, répondre à des questions, puis etc. Bon, donc, les enseignants nous avaient dit, c'est quand même dommage que sur ce site, vous n'ayez pas quelque chose qui nous permette, nous, chaque fois, d'être en fixe, d'avoir des bornes installées ou autres, comme ça se fait sur les parcours d'orientation. Voilà. Donc, on vous soumet là un dossier qui représente en investissement 5 219 €. L'objet de la délibération, c'est de la même manière de demander la subvention leader, qui représenterait 2 087 € pour la mise en place de ce parcours d'orientation. Alors, un parcours d'orientation à l'échelle de la base de loisirs, c'est un certain nombre de plots, je ne sais pas comment il faut dire, installés, où on peut aller perforer, valider des passages, et qui permet après à l'enseignant ou aux groupes qui viennent et qui pratiquent de jeunes d'organiser comme ils veulent leur parcours, de faire varier à l'infini, voilà, en ayant des bornes à trouver, des choses à faire. Voilà. Donc là aujourd'hui c'est la demande de subvention. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, un dossier particulier. L'intitulé, c'est Aménagement Centre-Bourg. La région a mis en place, il y a maintenant 2 ou 3 ans, sous l'autorité de son président, des lignes spécifiques pour les bourgs-centres. Alors, le président a créé des catégories de communes. Donc il y en a qui sont plus villages, donc la limite en termes de démographie, je ne sais plus si ça doit être 2500 habitants ou un truc comme ça. Et puis après il y a des notions de bourg-centre. Et la région a mis en place des enveloppes correspondant à ces opérations bourg-centre. La définition de ces opérations bourg-centre est très large. C'est-à-dire que pour récupérer cette somme, c'est pas seulement pour, je sais pas, les bibliothèques, ou c'est pas seulement pour
refaire le cimetière. C'est vraiment, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur, bien que l'appellation soit bourg-centre. Les enveloppes telles qu'elles ont été réparties, avec les clés dont on dispose, donnent à peu près les sommes auxquelles chacun peut prétendre sur le territoire. On n'avait pas engagé de dossier, nous, sur cette ligne, vis-à-vis de la région. Voilà. Donc je vous propose aujourd'hui d'engager un dossier sur cette ligne, afin de récupérer. Alors je ne pense pas qu'on ait, parce que là on a mis 85 000 €, je ne pense pas qu'on ait 85 000 €. Si c'était strictement notre part, elle serait plutôt autour de 60 000, je pense. Hein, mais on verra, parce qu'en avançant, des fois dans le dispositif, tout le monde ne consomme pas ces sommes, et en demandant, on arrive à obtenir parfois un peu plus. Mais c'est la région qui tranche sur ce qu'elle donne. Hein. Voilà. Donc ce dossier tel qu'il est décrit ici rassemble un certain nombre de choses que nous devons réaliser, tout ou partie, sur le centre-bourg, pour nous permettre d'aller chercher cette subvention de 85 000 €. Je suis sûr que vous avez des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Ah, c'est pour toi. Transport scolaire. Tarification donc, pour l'année scolaire 2018-2019. Alors, juste une petite chose avant qu'on commence, c'est un rapport qu'on passe d'habitude au mois de septembre. Donc, cette année, on a profité du fait qu'on avait la convention d'organisation à signer pour avoir les montants maxi de participation familiale pour cette année scolaire. Pour la rentrée 2018. Donc, il y a un taux maxi qu'on peut appliquer par rapport aux familles. Le taux maxi est de 225 € par an, donc 22,50 € par mois, parce que c'est sur 10 mois. C'est la raison pour laquelle vous avez les tarifs. Alors, on applique le maxi 22,50 € par mois pour les enfants extérieurs à la commune, qui viennent de Pont-Salomon. Et ensuite, les tarifs étaient à 18,50 € pour les autres, et les enfants qui vont à Monistrol à 22 €. Donc, je vous propose d'augmenter de 50 centimes l'ensemble des tarifs, hors bien sûr Pont-Salomon, les Gorges de la Loire, puisqu'on est au maximum. Donc, de passer à 18,50 € à 19 € pour l'année 2018-2019. Pour les circuits extérieurs, Orec-Monistrol, d'augmenter de 50 centimes également, 22,50 €. Et pour les demi-tarifs pour les circuits, pour les internes, à 11,25 €. Il y a une chose qu'il faut aussi que je vous dise, il y a un critère particulier. C'est vrai que ce dossier, on l'a reçu très rapide, enfin il n'y a pas très longtemps. Donc à la lecture du dossier, il y a un critère qui a été rajouté par la région. On parle d'élèves éligibles et non éligibles. Alors éligible, c'est les élèves qu'on a aujourd'hui, donc domiciliés en Haute-Loire, demi-pensionnaires, qui empruntent régulièrement le transport scolaire, qui est en respect de la sectorisation. Pour l'enseignement élémentaire et secondaire des établissements publics et privés sous contrat, donc c'est le cas de tous nos élèves, il y a ce critère de non éligible. On a des enfants qui viennent de la Loire, et dans la limite des places disponibles, vous pouvez prendre le car et monter à Monistrol en partant d'Orec. Aujourd'hui, ces élèves sont repérés en étant non éligibles, et il y a un tarif particulier qui leur est imposé par la région. Donc c'est un tarif de 450 € par an. Donc il faudrait peut-être qu'on le rajoute dans notre tableau pour la rentrée. Donc peut-être rajouter famille éligible et faire un tarif famille non éligible. Ça fait du simple au double. Hein, c'est sans subvention. Voilà. Enfin, ça fait du simple au double, c'est-à-dire que ça monte, ça révèle la subvention, hein, parce que ça veut dire que c'est du prix coûtant. Voilà. Donc, et cette non-éligibilité ne peut pas remettre en question si par exemple un circuit est complet, enfin si le car est complet dans un circuit, même si une famille hors éligibilité
On va rajouter un quart supplémentaire en leur imposant les 450 €. C'est vraiment aussi dans la limite des places disponibles. Voilà, on fait très régulièrement. C'était pas formalisé. Là aujourd'hui, c'est formalisé. Des questions? Oui. Alors, il y en a beaucoup des enfants Non éligibles? Oui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, pour l'année dernière, on avait 5 familles qui étaient non éligibles, mais qui nous complétaient nos cartes, c'est-à-dire que voilà, c'était. Si les cartes avaient été complets, on ne les aurait pas pris non plus. Ouais. Il n'y a pas de choses pour. Les avis contraires? Les abstentions? Merci. Alors, dans notre feuilleton, des dénominations de voies. Nous sommes sur le secteur de Nurol. C'est bien sûr, le travail a été comme d'habitude vu en commission. On a comme d'habitude informé les personnes. Et je ne sais pas si c'est que le temps passe, mais on a eu beaucoup moins de retours, avec une demande de modification. On n'en a quasiment pas eu. Voilà. C'est entendu qu'on reste toujours attentif et que même si des gens réagissent tard, c'est pas pour autant qu'on ne prendra pas en compte leur réaction. Voilà, c'est pas une affaire de. Donc, on vous demande d'approuver 8 dénominations. L'une classique, c'est la route de Nurol. Ensuite, l'impasse de Lablette. C'est pas la belette, mais c'est Lablette. Le chemin de la Grande Vigne, l'impasse du Ruisseau, le chemin du Réservoir, le chemin Fleuri, qu'on avait déjà nommé il y a quelques temps, l'impasse de l'Églantier, l'impasse de l'Atelier. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on est sur le secteur des Combes. Et là, on a 5 dénominations. La route des Combes, le chemin sous le Platé, l'impasse de la Doucette, l'impasse des Bambous et l'impasse du Thym. Des avis contraires, des abstentions. C'est un travail, on pourrait le qualifier de fastidieux, mais enfin on avance petit à petit parce qu'on fait beaucoup des lieux qui pour le moment n'avaient pas de nom de rue, etc. Après, dans le centre d'Aurec, ça sera plus rapide parce que les noms de rue existent, il ne s'agira que de renumérotation. Alors sur Nurlet, on a 2 voies, l'une impasse de la Mission et l'autre route de Nurlet. L'impasse de la Mission faisant sans doute référence à la croix du même nom. C'est un peu une dénomination religieuse. Les avis contraires? Des abstentions? Alors après, une acquisition de parcelles, au lieu dit Perrard, mais avec un E, rien à voir avec notre conseiller municipal. C'est en pleine nature. Ça fait partie de ces biens où les gens se posent la question de savoir pourquoi ça leur appartient et qui cherchent à un moment donné à s'en débarrasser parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, voire même ils n'y ont peut-être jamais mis les pieds. Donc je vous propose cette acquisition de 2635 m² pour un montant de 658,75 €. Voilà. Sans doute qu'à un moment donné, dans les années à venir, on pourra même se poser éventuellement la question de remembrement foncier ou autre, parce qu'on commence à avoir pas mal de surface et on pourra se poser quelques questions. Voilà. On est au-dessus des secteurs qu'on a cités, là, le Nurol, voilà. Les avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on se retrouve un peu dans le cas de figure qu'on posait tout à l'heure pour la propriété des temps de pêche. Pour que la communauté de communes puisse intervenir au Soluchien, il faut que nous l'autorisions et que nous mettions à disposition à titre gratuit les terrains concernés, qui sont les terrains communaux. Donc l'objet de cette délibération, de cette convention, est la mise à disposition à titre gratuit des terrains communaux pour la période, alors on a été un peu prudent, mais peut-être pas trop quand même, du 1/7 au 30/11/2018. Le 30/11, après, on les passe à la porte. On leur laissera finir le chantier si jamais il reste 8 jours.
pour la création d'un aménagement touristique. Voilà. C'est bon là-dessus? Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. Alors, on doit avoir une autre convention pour la Tour d'Oriol, qui est une convention de même nature. Donc, sur la Tour d'Oriol, l'entreprise étant maintenant connue, l'entreprise qui réalise le saut du chien, on a pu avec elle revisiter le site de la Tour d'Oriol, lui demander de chiffrer l'aménagement de ce belvédère, en termes de garde-corps, de petits escaliers, etc. Et ça va passer, cet avenant va passer au conseil communautaire de début juillet, là, la semaine prochaine, je sais plus, ou la semaine d'après. Hein, voilà, donc il viendra dans le dossier qu'on a vu tout à l'heure au niveau montant financier, c'est une enveloppe autour de 10 000 euros. C'est moins de 10 000 euros. 10 000 euros TTC, donc c'est plutôt 7 000 euros. Mais bon, ça se délibérera à la communauté de communes, c'est un chantier de la communauté de communes. Nous, le sujet là aussi, c'est la mise à disposition gratuite du site pendant la durée des travaux pour qu'il puisse assurer cette, faut pas dire rénovation, cette accessibilité de la Tour d'Oriol. Le chantier devrait être mené dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans doute les ancrages en juillet, maintenant les ancrages, la prise des mesures et l'installation garde-corps et autres à l'automne dans les mêmes conditions, avec sans doute le même usage du même hélicoptère pour de l'hélitreuillage sur site, puisque le site n'est pas très accessible pour amener les matériaux nécessaires à cette opération. Les questions? Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. Alors, un dernier dossier lié au secteur de THL. Donc, on est en train de travailler sur le recyclage de ce site industriel. Avec, on a fait donc une commission spéciale pour regarder l'intégralité des travaux qui pourraient être menés sur ce secteur, avec une consistance pour la partie basse où il y a encore des bâtiments allant plutôt vers la création, on va appeler ça d'une halle couverte, d'un grand bâtiment couvert qui pourrait servir à divers usages, les boulistes, tir à l'arc, ou diverses manifestations couvertes. Et puis la partie haute de ce terrain qui pourrait voir s'implanter la déchetterie. Il y a un enjeu de fonctionnalité sur ce terrain. Actuellement, il y a une voie qui, dans le giratoire, descend vers ces terrains et puis descend vers le garagiste, pour faire simple, mais qui est une voie privée, c'est la deuxième partie, qui n'est pas une voie publique et qui a des caractéristiques minimum, enfin, celles qui étaient utiles à la fonction. Donc, dans l'opération, ce qu'on se propose de faire, c'est de boucler une nouvelle voie publique partant du giratoire et rejoignant la route de Nurol-Nurlet-les-Combes, qui aura bien sûr le mérite d'alimenter correctement le projet du haut, c'est-à-dire la déchetterie, de renforcer la desserte de la partie basse où on a garage, carrossier, etc. Et de permettre en fait d'avoir des possibilités de circuler différemment sur le secteur, puisque on aura d'un côté la descente qu'on connaît tous vers la rue de la Rivière à la base de loisirs, mais on aura cette deuxième descente qui permet de boucler avec la voie de Nurol-Nurlet-les-Combes. Voilà. Pour réaliser ce projet, donc qui est en cours d'étude pour le moment, une des clés, c'était de pouvoir récupérer un triangle que vous voyez à l'écran, qui ne nous appartenait pas, qui appartient donc aux riverains, qui a les bâtiments en bas. Donc, on a discuté avec la personne et on a pu trouver un accord sur un échange de terrain. Ce qui veut dire qu'à la place de ce triangle, on céderait les deux terrains qui sont en bas, l'un qui est contre les bâtiments au fond de la cour, une parcelle en forme de marteau, de je sais pas quoi. Voilà. Et l'autre, de l'autre côté, qui viendrait compléter, agrandir le parking de ce secteur, qui est un secteur où il y a besoin de garer des voitures, entre carrossier, garage, etc. Voilà.
ce découpage à l'agrément du propriétaire, il nous permet de préserver l'aspect parc arboré qui existe sur cette parcelle. C'est-à-dire qu'on garde tous les arbres. Il y a de très grands arbres qui d'ailleurs permettront déjà un bon traitement paysager ce qu'il y a derrière, parce que c'est des arbres qui naturellement cachent, ils dépassent du pont, ils sont déjà 13 mètres en dessous du pont, et pour autant ils sont encore 10 mètres au-dessus du pont, donc c'est des arbres assez volumineux. Donc on gardera le reste de la parcelle qui pour nous est plutôt un petit bout de parc naturel et d'écran de verdure qui dissimule ce secteur, parce que ce secteur de THL, on espère qu'il sera plus agréable après qu'avant, parce qu'aujourd'hui il est franchement moche, donc après on peut espérer qu'il soit plus correct. Voilà. Donc pour ce qu'il en est d'aujourd'hui, je vous propose de délibérer pour me permettre de procéder à cette session, alors gratuite, puisqu'il n'y a pas de soulte financière, mais bien consistant en un échange de terrain. Alors échange de terrain, remise en place de clôture et de portail, hein, puisque tout ça existait. Donc c'est échange de terrain plus la reprise des clôtures. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Le triangle de ce côté, il va jusqu'au bord de la route ou il s'arrête au milieu? Le grand rectangle là, enfin, celui-là, là? Il descend jusqu'à la route? Non. Il descend jusqu'au droit du bâtiment. Oui. Ah oui, d'accord. Okay. Justement parce que l'autre partie, la deuxième partie, si vous voulez, qui va jusqu'à la route, c'est une partie où il y a des grands arbres. Voilà, d'accord. Donc, c'est pas forcément un cadeau si on le donne. Et par contre, pour nous, si on garde, il nous semble que c'est précieux pour les Orécois. Hein. Donc, on garde la partie basse de la parcelle où il y a entre autres un séquoia, il y a de très grands arbres, il y a des cèdres, il y a des, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que cette parcelle, elle a une forme avec un pan coupé. C'est pour préserver un des arbres qui est assez monumental. Donc, on n'a pas pu faire une forme, on aurait pu faire une forme complètement rectangulaire, mais on ne pouvait pas sinon on se payait des arbres pour arriver à trouver à peu près les surfaces nécessaires pour que l'échange puisse se réaliser. D'autres questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, un dernier sujet. Est-ce que ça a été donné à chacun? Là, il a pas en photocopie. Alors, on le photocopie et on le remet à chacun. Hein? Orec Environnement a lancé, il y a déjà maintenant pas mal de temps, un certain nombre d'actions sur les compteurs Linky. Ils ont organisé des interventions, des conférences. On a vu ici une commission développement durable. C'est il y a longtemps, non? Je regarde 2 ans, où on avait fait venir des représentants d'Enedis, où il y avait aussi Orec Environnement, etc. Donc, bon, ce sujet, visiblement, a été abordé plusieurs fois. Orec Environnement a souhaité lancer auprès de la population une pétition, et ils sont venus me la remettre il y a une quinzaine de jours. Donc, je me suis engagé à ce qu'on remette à chacun d'entre vous leur texte. Parce que le lire c'est bien, mais il fait 3 pages, autant que vous l'ayez chacun en main et à disposition. Et 2, je pense que plutôt à l'automne, on essaiera d'y reconsacrer un moment, une forme de, je ne sais pas, on y donnera une forme peut-être de débat au Conseil, sur ce sujet-là. Hein. Alors, la pétition, vous aurez tous l'occasion de la lire. Elle contient tout ce que vous pouvez entendre, lire et collecter actuellement dans les divers médias. Bon, il y a la problématique, je dirais, économique de commercialisation, de savoir à qui profite le compteur Linky et si réellement il profitera ou pas un jour aux abonnés. Orec Environnement ayant de forts doutes sur le fait que ça puisse bénéficier aux particuliers, mais que ça sert plutôt à bénéficier à l'entreprise. Il y a derrière toute la dialectique sur est-ce que c'est pas destructeur d'emploi chez la personne qui développe ce produit. Il y a
tout le sujet dont on entend parler régulièrement, des problèmes inhérents à des risques de santé. Là aussi, il y a beaucoup de littérature nationale. Hein. Alors, soit santé pour des personnes électrosensibles, hein, puisqu'on parle de typologie de personnes de ce type, soit santé en général, puisqu'on rajoute au bain d'ondes dans lequel on vit encore des ondes supplémentaires. Dans la pétition, il y a aussi bien sûr l'abord du sujet de la vie privée, c'est-à-dire du débat autour de données collectées et de la manière dont à travers ces données on peut connaître la vie des gens chez eux. Bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir de manière beaucoup plus large, à mon avis, si je peux me permettre là une imprécision, parce qu'avant Linky, tout ce que nous écrivons ou que vous écrivez sur Facebook est lu. Vos profils permettent de cerner vos personnalités. Dès que vous faites une recherche sur Google, ben vous allez déjà vous apercevoir que derrière, vous recevez tout ce qui est en lien avec cette recherche, ce qui veut dire qu'on établit votre profil à partir de vos consultations. Et je peux continuer à l'infini. Je cite toujours l'exemple des téléphones portables. Alors, le pire et le meilleur. On peut avec ça, des années après, retrouver où était sans doute un serial killer à telle date et faire des rapprochements alors que les données téléphoniques, elles sont de 4 ans avant. Mais on peut aussi secourir quelqu'un dont on pense qu'il a peut-être disparu et qu'on va retrouver à travers la borne de son téléphone à un endroit précis et être beaucoup plus rapide et efficace. Donc sur ce problème de l'intrusion dans nos vies, c'est pas être méchant que de dire que ça me paraît, pour ma part, Linky, un sous-problème d'un problème beaucoup plus général. C'est quel est le droit. On a parlé aussi de l'ensemble des fichiers et des lois récentes. Vous avez ici la correspondante officielle sur la protection des données. Voilà. Bon, qui a été nommée dès qu'on a eu les textes nous permettant de la nommer. Donc sur la protection des données, c'est la même chose. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai débat, un débat de société dans lequel, on parlait tout à l'heure des caméras de vidéosurveillance, hein, je fais clair, enfin, aujourd'hui, on peut vous suivre du soir au matin. Et il faut être conscient que, par exemple, Orange, donc on n'est pas sur Linky, gagne sa vie avec des applications dites anonymées, qui permettent par exemple de décrire tous les flux touristiques d'un territoire et de dire que le touriste, il est arrivé tel jour, qu'il a été visiter telle chose, qu'il a dormi à tel endroit, que le lendemain il a repris sa voiture à telle heure. Alors on ne vous donne pas le nom. Eux ils le savent le nom, mais on ne vous le donne pas, c'est anonyme. N'empêche qu'on peut suivre tous les flux d'un territoire, ça s'appelle Fluvision, c'est vendu par Orange et c'est un modèle qui actuellement fonctionne sur quasiment l'intégralité des départements français. Et qui vous donne, alors ça peut être utilisé pour connaître les déplacements des touristes, mais ça peut être utilisé pour connaître les déplacements de n'importe quel groupe particulier sur un territoire. Hein. Voilà, donc il y a ce débat sur vie privée, vie publique et comment on est intrusif. Et puis je crois que j'ai un peu fait le tour, c'est-à-dire le débat sur la santé, le débat sur la protection des données et l'intrusion dans la vie publique, et puis le modèle économique lui-même à qui profite le changement de compteur, puisque c'est normalement pour améliorer la gestion de l'énergie et pour bénéficier aux particuliers, et c'est pas forcément réellement le cas. Voilà, donc ce débat il est posé. L'autre chose que je dirais, c'est donc si on le met en perspective pour ce qui nous concerne, de mon point de vue, on n'est pas décisif dans cette affaire. Mais ça ne nous empêche pas de nous exprimer. On est nous aussi citoyens, et citoyens élus. Pour le moment, il y a beaucoup d'affaires mises devant la justice. Et pour l'instant, les plus passionnés disent qu'à un moment donné, ça va basculer, mais pour l'instant, toutes les décisions de justice ont annulé les délibérations quand il y en a eu de mairie, et tous les recours ont échoué, recours collectifs ou pas. Bon. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans cette action, on nourrit aussi les avocats. Bon, mais c'est normal d'aller en justice et d'essayer d'obtenir quelque chose. Pour le moment,
Bon, alors attendons que les choses, au-delà de la justice ordinaire, repassent en cassation ou autre. Alors après, pour nous, ce débat, je pense qu'on peut le positionner à l'automne et avant la fin de l'année. L'état des lieux sur Aurec, aujourd'hui, il y a une quarantaine de compteurs Linky installés sur Aurec. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous tombez en panne, ou si vous construisez une maison nouvelle, on n'a rien d'autre à vous proposer. C'est un choix d'Enedis. Ça ne veut pas dire que le compteur est connecté, mais ça veut dire que le compteur qu'on vous installe, c'est le modèle Linky. Voilà. Et donc pour le moment, il n'y a rien d'autre. Donc on en a une quarantaine d'installés. On n'en a aucun, à ma connaissance, d'activé. C'est-à-dire que pour le moment, les compteurs Linky installés sont installés dans un usage classique. Ils ne transmettent aucune donnée. Ils sont simplement des compteurs Linky. Mais ils ne sont pas activés. Parce que pour les activer, encore faudrait-il que les systèmes de centralisation des données soient installés. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'intervention sur notre commune. Et a priori, dans le calendrier, on est plutôt courant 2019. On va dire deuxième semestre 2019. Dans les programmations actuelles d'installation sur secteur. Disons un programme déroulant comme ça, et ils avancent, c'est programmé à l'avance. Voilà. Donc, à mon avis, d'ici la fin de l'année, on risque d'avoir un certain nombre d'autres jurisprudences tombées. On peut avoir entre nous un débat citoyen, parce que dans cette affaire-là, chacun a le droit d'avoir son opinion, son sentiment, son vécu. Et puis à partir de là, on verra s'il en ressort quelque chose de ce débat entre nous. Hein, moi, je n'ai pas de préjugés là-dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite... Alors, si, ce que je ne vous ai pas dit quand même, c'est pas sympa. Donc, a priori, ils ont fait le décompte eux-mêmes, donc ils ont 227 signatures. Ils nous ont remis 227 signatures. Voilà. C'est comme dans les images Panini, il y a des fois quelques doubles. Mais c'est toujours difficile parce que c'est plusieurs personnes qui font signer, mais c'est quand même 200, si c'est pas 227, je ne sais pas combien c'est, mais l'ordre de grandeur est quand même bon. Hein. Voilà. Après, voilà. Donc, oui, allez-y. Juste une remarque complémentaire, il serait bon que les élus soient informés de toutes les pétitions que vous recevez, pas uniquement celle-ci. Ça pourrait être intéressant. Celle qui recueille un minimum de signatures. C'est quoi le minimum alors? Ah, je n'ai pas de seuil. Non, plusieurs dizaines de signatures. Celles qui, selon vous, sont significatives. Oui. Alors, toute pétition est significative. Donc ça, c'est pas un critère. Parce que dès que les gens m'écrivent en signant à plusieurs, j'essaye de les recevoir. Ça s'appelle une pétition. Bon. Puisqu'il y a plusieurs signatures avec un texte en haut. Après, donc c'est toujours un moment précieux d'échanger avec les gens. Hein. Enfin, moi, dès qu'une personne écrit ou écrit à plus, même une personne qui écrit à titre individuel, on essaye de traiter ce qu'elle nous dit. Après, on est garant, nous, d'un intérêt collectif, pas d'un intérêt particulier. Et un intérêt particulier à 5 personnes ou à 10 personnes ne fait pas un intérêt collectif. Donc il faut toujours garder son calme, écouter les gens, les recevoir, voir leur cohérence, discuter avec chacun d'entre eux. Si vous voulez, je trouve que le sujet de Linky, c'est un bon sujet de démarche citoyenne, si je peux me permettre. C'est une thématique sur laquelle on peut tous être partagés, avoir un sentiment, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance scientifique, avoir parfois de la connaissance qui nous permet d'avoir plus qu'un sentiment, mais un avis. Il peut y avoir parmi nous parfois quelques experts qui savent un peu plus que les autres ce qu'ils peuvent penser là-dessus. Après, si vous voulez, il y a des pétitions qui sont de l'émotion pure, il y a des pétitions qui sont très particulières. On en a eu une récemment, on a reçu les gens, ils avaient en commun que la pétition. Mais par contre, sur les thématiques, ils ne les avaient pas. Et comme on a eu les gens, et qu'on a eu le plaisir aussi de pouvoir discuter avec eux individuellement, on a bien vu que l'amalgame ne faisait pas la qualité du débat. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que 10 personnes crient ensemble, ça fait du bruit, hein, 10 personnes qui crient ensemble, mais c'est pas du tout, ça ne veut pas du tout dire que ces 10 personnes, elles parlent de la même chose, et deux, elles ont le même sujet. Donc si chaque fois qu'à Aurec,
Alors, en plus, je vais vous dire, il y a beaucoup de sujets, là c'est un sujet de fond. Donc je trouve que la démarche citoyenne, la pétition, le recours dans des instances, l'inquiétude par rapport à des instances sanitaires, à aller demander des rapports, des choses comme ça, ça construit quelque chose de citoyen. Localement, quand au lendemain d'un groupe d'ados qui écumerait, les gens balancent 30 messages sur Facebook. Quand on regarde ces 30 messages, ça vient vite à un dialogue entre 10 ou 20 personnes. Après, si on attend un peu, ce dialogue commence à se nuancer. Bon, mais dans un premier temps, il est parfois assez sordide, ce dialogue. Et plein de méconnaissances, c'est-à-dire ça retraduit quelque chose qui est légitime, c'est l'émotion des gens. Mais au-delà de l'émotion, quand il s'agit souvent d'adultes et de personnes normalement intégrées dans la vie, il faudrait prendre le temps de la réflexion. En tant qu'élu et en tant que maire, je me dois toujours d'avoir de la distance par rapport à ce que les gens proposent quand ils sont dans l'émotion. Parce que des fois, vous voyez, ces derniers temps, je ne cite pas de nom, hein, vaudrait mieux, mais il y a eu quelques assertions sur Facebook du style si on pouvait se débarrasser de tous ces bougnoules. C'est écrit, c'est magnifique, et c'est une phrase, le gars qui écrit ça, mais c'est bien, il faut noter son nom, c'est pétri d'humanité et d'intelligence. Et en plus, quand on connaît les faits, c'est un peu embarrassant. Parce que des fois, la personne, elle a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'est la définition qu'on met derrière Bougnoul. Cette personne, vraiment, je ne vois pas pourquoi on lui collerait cette étiquette. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on la collerait à quelqu'un qui serait d'une origine d'Afrique du Nord. Je trouverais ça totalement irrespectueux, raciste et violent. Donc moi, je pense qu'il faut sortir de l'émotion. Et que par exemple, une des pétitions récentes, elle a été faite, pour être clair, à l'occasion de la mise en place des terrains de sable pour le handball, et que là, vraiment, je le redis, parce que j'ai eu l'occasion de le dire à tous les gens qui ont signé, ils n'ont rien en commun entre eux, et pour beaucoup, ils ont amalgamé des problèmes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on était à faire. On a fait un magnifique terrain, il y a eu malheureusement une première manifestation qui n'a pas pu en bénéficier, parce que comme on avait retardé un peu les travaux, après on a eu la pluie, une deuxième manifestation qui en a pleinement bénéficié, et il me semble qu'on peut dire de cette seconde manifestation, comme de la première, qu'elle était réussie, populaire, et qu'a priori, avec les travaux qu'on a faits, d'après ce qu'ils nous ont dit, on a répondu à leur demande. Donc allez nous faire une pétition sur autre chose, à propos d'un truc comme ça, vous pensez bien que qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de cette affaire? Vous êtes très habile pour ne pas répondre aux questions, mais je reviens au sujet. La question n'est pas de savoir si toutes les pétitions se valent, si certaines sont fantaisistes ou pas. Je vous rejoins là-dessus. Les propos dont vous avez fait état sont inacceptables. Je vous rejoins là-dessus. La question ne se pose pas en ces termes. La question, c'est de savoir si les élus ont le droit d'être informés des pétitions que la municipalité reçoit. Donc je vais essayer de faire, cette fois, je vais essayer de vous faire une réponse alors plus précise. Sur ce courrier, par exemple, il y a marqué « Mairie d'Aurec-sur-Loire, à l'intention de Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux ». Donc la réponse pour cette pétition, c'est qu'elle vous est remise. Elle vous est remise, puisqu'elle vous est adressée. Après, quand il y a un courrier, par exemple, qui est adressé à Monsieur le maire, Monsieur le maire répond. Quand c'est Monsieur le maire et les adjoints, c'est Monsieur le maire et les adjoints. Après, moi, je m'adresse aux gens qui m'écrivent. Il y a des fois, vous voyez, c'est pas pour faire du mauvais esprit, parce que je les aime bien. Mais donc, ils sont venus m'apporter la pétition. Je leur ai juste demandé quand même de mettre leur nom et de signer. Parce que sinon, cette pétition, vous l'avez maintenant sous les yeux, on ne sait pas qui l'a fait. Il n'y a pas marqué Aurec Environnement, il n'y a pas marqué une partie d'Aurec Environnement, il n'y a pas marqué Monsieur Untel. C'est-à-dire que des fois, alors je ne le dis pas pour celle-ci, je leur ai dit, ils sont venus me voir, je les ai reconnus, ils étaient en face de moi. Donc si j'ai bien compris, c'est une pétition présentée par une partie des membres d'Aurec Environnement. Par une partie. Donc pas par la totalité. Hein.
il y a une partie des membres de REC Environnement qui se sont mobilisés pour cette pétition. Voilà. Et j'ai vu qui c'était puisqu'ils sont venus me la présenter. Mais vous voyez, je leur ai dit, mettez une petite griffe en bas, mettez signé, parce que c'est tout à fait honorable leur pétition. Par contre, quand on reçoit une pétition, des fois, il n'y a pas de nom. On ne sait pas à qui on s'adresse. C'est compliqué, hein. Vous savez, on ne peut pas tout faire dans l'émotion. Je ne peux pas vous communiquer tous les courriers que je reçois tous les jours. Et il y en a d'ailleurs, je ne crois pas qu'il serait très intéressant d'en faire de la pub. Parce que vous savez, les gens, des fois, d'abord, c'est des affaires personnelles, et parfois un caractère social ou autre, et qui relève de la confidentialité. Et puis parfois, c'est des lettres d'une violence qui n'ont aucun intérêt à être rendues publiques, qu'elles honorent personne. C'est sûrement pas celui qui l'a écrit. C'est bon le truc, vous l'avez tous? Donc débat plutôt avant la fin de l'année. On essaiera de trouver... je t'ai expliqué la tienne? Ouais. Voilà. Oui, d'autres remarques? Par rapport à ça, comment ça se fait qu'on va aller acheter le 5 avril apparemment? Non, non, non. Ah, je sais pas, c'est marqué. Non, non, c'est faux. Non, ils sont venus me voir il y a moins de 15 jours, ils sont venus le passer l'année d'avant. Et comme il y avait le conseil, je me suis dit on la remettra sur table au conseil. Non, je ne sais pas pourquoi. Justement, vous voyez, c'est daté du 5 avril, il n'y avait pas l'antenne de l'association ou de quiconque, et il n'y avait pas de signature de bas de page, il n'y avait pas un nom qui accompagnait. Bon, voilà, donc c'est un peu amateur, mais c'est pas un reproche de dire ça. Hein. Voilà. Mais non, la date, non, ils l'ont mis il y a une dizaine de jours. D'autres questions sur LinkedIn, sur autre chose? Bon, j'espère que vous allez passer les uns et les autres de bonnes vacances et qu'on se retrouvera en parfaite forme à la rentrée.